Les mots frappèrent Vivian Lockhart comme une gifle à travers le visage, bien que le duc de Greystone n'avait pas élevé sa voix au-dessus d'un murmure conversationnel. Il se tenait près de la fenêtre de son bureau, silhouetté contre la grise matinée londonienne, sa posture rigide comme les colonnes de marbre flanquant l'entrée de son domaine. Ne me touchez pas en public, répéta-t-il comme si elle aurait pu avoir mal entendu la première fois. Ne parlez pas à moins d'être directement interpellé. N'attirez pas l'attention à vous-même en aucune capacité. Vous êtes ici pour servir ma tante, mademoiselle Lockhart, non pour être remarqué. Les doigts de Vivien se serrèrent autour du tissu de sa modeste robe grise, celle qu'elle avait soigneusement raccommodée la nuit précédente, cousant l'ourlet avec du fil qui ne correspondait pas tout à fait, parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir mieux. Elle était arrivée à Greystone House 1 heure plus tôt, menée à travers les passages des domestiques à ce bureau imposant, seulement informée que le duc lui-même souhaitait établir des attentes avant qu'elle ne commence ses fonctions. Elle ne s'était pas attendue à ce que l'humiliation fût le premier point à l'ordre du jour. « Je comprends votre grâce », parvint-elle à dire, gardant sa voix stable malgré la chaleur qui montait à son cou. L'orgueil, son père avait toujours dit, était le seul héritage qui ne pouvait pas être pris par les créanciers. Elle s'y accrochait maintenant. Le duc Nathaniel Beaumont se tourna finalement pour lui faire face, et Vivien comprit immédiatement pourquoi les salles de bal de Londres chuchotaient à son sujet, sur des tons habituellement réservés aux histoires de fantômes. Son visage était frappant d'une manière sévère. Cheveux foncés, balayés en arrière d'un front haut, yeux gris qui semblaient la cataloguer et la rejeter en un seul regard. Une bouche fixée en une ligne qui suggérait que sourire était une langue qu'il avait oublié comment parler. Il était plus jeune qu'elle n'avait imaginé. 33, peut-être 34, trop jeune pour se comporter comme un homme qui était déjà mort à l'intérieur. « Ma tante, Lady Margaret, est âgée et occasionnellement confuse, » continua-t-il, arpentant maintenant avec des pas mesurés qui résonnaient sur les boiseries en acajou. Elle requiert de la compagnie lors des événements sociaux. Vous vous assiérez avec elle, lui apporterez des rafraîchissements, gérerez sa correspondance et vous assurerez qu'elle ne s'épuise pas. En retour, vous recevrez chambre, pension et un salaire modeste. Modeste? Vivienne faillit rire. Il y a 3 mois, elle avait été la fille du Baron Lockhart, invitée aux mêmes événements où elle servirait maintenant comme mobilier glorifié. Alors les dettes de jeu de son père avaient fait surface, des montants stupéfiants dus à des hommes qui ne négociaient pas. Le domaine avait été saisi. Le titre sans valeur, sans propriété pour le soutenir, devint une cruelle blague. Sa mère s'était retirée chez sa sœur à Bath, sa santé brisée par le scandale, et Vivien avait découvert qu'être bien élevé et éduqué ne signifiait précisément rien quand vous n'aviez pas d'argent et pas de relation désireuse de vous reconnaître. « Je suis reconnaissante pour l'opportunité, votre grâce, dit-elle, parce que c'est ce que l'on disait, même quand la gratitude avait le goût de cendre. L'êtes-vous? » Son regard s'aiguisa, et un instant elle crut voir quelque chose scintiller dans ses yeux gris. Curiosité peut-être, ou suspicion. La plupart des femmes dans votre position considéreraient cet arrangement en dessous d'elles. Vous avez été présenté à la cour, n'est-ce pas? Il y a 3 saisons. Il y a 2 saisons, votre grâce. Elle leva légèrement le menton. Et les positions, j'ai appris, sont des luxes qu'on ne peut plus s'offrir quand le père meurt endetté. Quelque chose changea dans son expression, bien qu'elle ne pût pas le nommer. Il s'approcha et elle capta l'odeur de bergamote et de quelque chose de plus sombre. Tabac, peut-être, ou l'odeur particulière d'argent d'ancien et de chagrin plus ancien. « Alors nous nous comprenons, » dit-il doucement. « Vous avez besoin d'un emploi. J'ai besoin de quelqu'un de discret qui puisse gérer ma tante sans causer de scandale ou attirer l'attention non désirée sur ce foyer. Les règles que j'ai esquissées ne sont pas personnelles, mademoiselle Lockhart. Elles sont nécessaires. » C'était là encore, cet accent sur nécessaire, comme s'il se convainquait lui-même plutôt qu'elle. Puis-je demander pourquoi, votre grâce? La question s'échappa avant qu'elle ne pût l'arrêter, et elle vit sa mâchoire se serrer.
Vous ne le pouvez pas, il recula, créant une distance aussi délibérée qu'un mur de forteresse. Lady Margaret expliquera vos fonctions en détail. Vous aurez les dimanches libres et accès à la bibliothèque. La gouvernante, Madame Davidson, vous montrera votre chambre. Avez-vous des questions sur ce que je vous ai dit? Oui, pensa-t-elle. Pourquoi me regardez-vous comme si j'étais quelque chose de dangereux? Pourquoi établir des règles sur le toucher quand je suis si loin en ce dessous de votre attention que je ne devrais même pas être enregistrée comme humaine? Mais elle dit, je sais, votre grâce. Bien. Il se dirigea vers son bureau, la congédiant, effectivement. Une chose de plus, mademoiselle Lockhart. Elle fit une pause à la porte. La saison commence dans 2 semaines. Lady Margaret assistera à chaque événement majeur. Vous l'accompagnerez. Vous serez présente dans certaines des plus belles salles de bal de Londres. Son dos lui était tourné maintenant, sa voix baissant à quelque chose qui aurait pu être un avertissement ou aurait pu être un regret. Vous verrez des gens que vous avez connus autrefois, des gens qui feront semblant de ne pas vous reconnaître. Vous regarderez des hommes avec qui vous avez jadis dansé valser devant vous comme si vous étiez invisible. La gorge de Vivien se serra. Il comprit alors. Il savait exactement ce qu'il lui demandait, de retourner au monde qui l'avait rejeté, mais seulement comme une ombre, une servante. Un rappel de jusqu'où quelqu'un pouvait tomber. « Je peux l'endurer, dit-elle doucement. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, et pour un battement de cœur, leurs yeux se rencontrèrent. Quelque chose passa entre eux. Reconnaissance peut-être, l'aveu qu'ils étaient tous deux des gens qui avaient appris à endurer. « Assurez-vous de le faire, dit-il, parce que je ne tolérerai pas de drame, mademoiselle Lockhart. Je ne tolérerai pas de scandale, et je ne tolérerai personne dans mon foyer qui attire le mauvais genre d'attention. Nous comprenons-nous? Parfaitement, votre grâce. » Elle partit avant qu'il ne pût voir la façon dont ses mains tremblaient. Lady Margaret Beaumont n'était rien comme son neveu. Là où Nathaniel était froid, elle était chaude. Là où il était rigide, elle était douce. Elle était assise dans le salon du matin, entourée de cercles à broder et de lettres à la moitié terminées, ses cheveux argentés captant la lumière, son sourire immédiat et authentique quand Vivienne entra. « Oh, ma chère !» Elle mit de côté son ouvrage d'aiguille et tendit la main vers celle de Vivienne, les serrant avec une force surprenante. « Vous devez être mademoiselle Lockhart. Venez vous asseoir avec moi. Madame Davidson, du thé, s'il vous plaît, et ces adorables biscuits. » Vivienne se trouva guidée vers une chaise, enveloppée dans le genre de gentillesse simple qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des mois. Lady Margaret bavarda sur le temps, le jardin, sa correspondance avec des amis à Bath. Conversation apaisante ordinaire qui ne demandait rien de Vivienne, sauf écouter. « Mon neveu doit vous avoir effrayé à moitié à mort, » dit Lady Margaret soudainement, versant le thé avec des mains stables qui démentaient sa supposée fragilité. « Il effraie tout le monde ces jours-ci. N'avait pas l'habitude, vous savez. Avant que Caroline ne meure, il était tout à fait différent. » La tasse de thé de Vivien fit une pause à mi-chemin de ses lèvres. Caroline, la défunte duchesse. Elle avait entendu des chuchotements, bien sûr, tout le monde en avait. La belle jeune duchesse, qui mourut il y a 3 ans dans des circonstances que la société polie ne discutait pas. Certaines dirent maladie, d'autres firent allusion à quelque chose de plus sombre, bien que jamais assez fort pour que les avocats du duc ne l'entendent. « Je ne devrais pas en parler, » continua Lady Margaret, lisant correctement le silence de Vivienne. « Mais vous devriez comprendre pourquoi il a construit ces murs si hauts. Caroline était troublée. Le mariage n'était pas heureux. Et quand elle mourut, la société blâma Nathaniel. Dit qu'il l'avait poussé à cela, quoi que ce fût, il s'est puni lui-même depuis lors, gardant tout le monde à distance, convaincu que s'il contrôle juste tout, chaque mot, chaque geste, chaque interaction, rien d'autre ne peut mal tourner. « Cela semble épuisant, » dit Vivien doucement. « Ça l'est. » Les yeux de Lady Margaret étaient perçants malgré ces années. Pour lui et tout le monde autour de lui. «
Mais vous n'êtes pas ici pour réparer mon neveu, cher. Vous êtes ici pour m'aider et peut-être pour lui rappeler que tout le monde dans cette maison n'a pas besoin d'être tenu à distance. Au cours de la semaine suivante, Vivien apprit les rythmes de Greystone House. Elle se réveillait tôt, aidait Lady Margaret avec la correspondance, l'accompagnait lors de courtes promenades dans le jardin et lui lisait l'après-midi. Le travail était facile, la compagnie de la vieille femme agréable. Si cela avait été l'étendue de ses fonctions, Vivien aurait pu trouver quelque chose s'approchant du contentement. Mais la présence du duc hantait la maison comme un fantôme qui jetait des ombres. Elle le voyait rarement, de brefs aperçus dans les couloirs. Sa voix portant de derrière les portes closes du bureau, le son de ses pas tard dans la nuit quand elle ne pouvait pas dormir. Il ne la cherchait jamais, ne la reconnaissait jamais au-delà du hochement de tête occasionnel s'ils se croisaient. Elle aurait pu être un meuble pour toute l'attention qu'il lui portait. Pourtant, elle se trouva à remarquer des choses. La façon dont il se tenait trop droit, comme si se détendre, pouvait le briser. Les lignes fatiguées autour de ses yeux, qui suggéraient que le sommeil était aussi insaisissable pour lui que pour elle. Les moments où elle le surprendrait à regarder le vide, son expression si morne que cela lui faisait mal à la poitrine. Et une fois en passant devant son bureau tard un soir, elle l'avait entendu parler à quelqu'un, son intendant peut-être, à propos des réformes du logement des locataires. Sa voix intense de conviction, alors qu'il décrivait des plans pour améliorer les conditions de vie sur ces domaines. C'était la première fois qu'elle avait entendu de la passion dans son ton, le premier indice que sous la glace quelque chose d'humain brûlait encore. Elle était passée en hâte avant qu'il ne pût découvrir son écoute clandestine. Mais la conversation la hantait. Il n'était pas simplement l'aristocrate froid qu'il prétendait être. C'était un homme qui se souciait, qui voulait changer les choses, mais qui s'était enfermé loin de toute connexion qui pourrait le rendre vulnérable à nouveau. La saison commença avec le bal de Lady Thornbury, et Vivien comprit immédiatement pourquoi le duc l'avait averti. La salle de bal scintillait de la lumière des bougies et de bijoux remplis de visages qu'elle reconnaissait. Des femmes qu'il avait jadis invitées au thé, des hommes qui avaient signé ses carnets de bal, des familles qui lui avaient souri à travers les salons. Maintenant, il la regardait à travers comme si elle était faite de verre. Elle était assise à côté de Lady Margaret dans une chaise contre le mur, portant sa meilleure robe, une soie bleu profond qui avait été chère autrefois, mais montrait maintenant son âge de manière que seule une autre femme remarquerait. Son rôle était clair. Soyez présente, soyez utile, soyez invisible. C'est Lord Winter qui danse avec la fille Piton, murmura Lady Margaret, son commentaire offrant une bouée de sauvetage de normalité. Il la demandera en mariage d'ici la fin du mois, marquez mes mots, et il y a mon neveu qui a l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Le regard de Vivien trouva le duc de Greystone à travers la scène de bal. Il se tenait avec un groupe d'hommes, des politiciens et des pairs, à en juger par leur posture importante, écoutant avec une attention apparente, tandis que ses yeux restaient distants. Il portait des vêtements de soirée noirs qui le faisaient paraître encore plus sévère. Sa cravate nouée avec une précision mathématique, chaque ligne de son corps rayonnant d'une puissance contrôlée. Comme si, sentant son attention, son regard se déplaça, atterrissant sur elle pour une fraction de seconde avant de s'éloigner. Pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance, juste comme il l'avait promis. Vous regarderez des hommes avec qui vous avez jadis dansé valsé devant vous comme si vous étiez invisible. Il a besoin de quelqu'un pour l'adoucir, dit Lady Margaret pensivement. Quelqu'un d'assez courageux pour ignorer ses règles. Je suis ici pour suivre ces règles, madame, pas les briser. L'êtes-vous, le sourire de la vieille femme était connaissant. Nous verrons cela. La soirée progressa avec une lenteur douloureuse. Vivien alla chercher du champagne, ajusta le châle de Lady Margaret, sourit poliment aux quelques personnes qui daignèrent reconnaître la tante du duc. Elle regarda des couples tournoyer dans des danses auxquelles elle avait jadis participé,
entendit des rires auxquels elle avait jadis contribué et sentit le poids de l'invisibilité s'installer sur elle comme un linceul. Puis Lady Cordelia Ashworth arriva et la température dans la salle de bal sembla chuter de 10 degrés. Vivienne la reconnut immédiatement. La fille du comte d'Ashworth, connue pour sa beauté et son ambition en égale mesure. Grande, aux cheveux d'or, drapée de soie émeraude qui coûtait probablement plus que le salaire d'une année entière de Vivienne, Cordelia se déplaça à travers la foule avec la confiance de quelqu'un à qui on n'avait jamais rien refusé dans sa vie. Son regard trouva le duc et son sourire s'aiguisa. « Oh, ma chère, » murmura Lady Margaret, « j'avais peur qu'elle soit ici. » Maintenant, qui est-elle? Quelqu'un qui voulait très fort être la duchesse de Greystone et n'a pas pardonné à Nathaniel d'avoir choisi Caroline à la place. La main de Lady Margaret se serra sur le bras de Vivienne. « Elle est dangereuse, qu'elle-là. Surveillez-la attentivement. » Vivienne regarda Cordelia s'approcher du duc, ses mouvements calculés, sa main touchant son bras dans un geste juste assez intime pour provoquer des chuchotements. Le visage du duc resta impassible, mais quelque chose dans sa posture changea, une tension subtile qui parlait d'un profond inconfort. « Il devrait la refuser, » chuchota Vivienne. « Il ne peut pas. Son père préside le comité réexaminant le projet de loi de réforme du logement de Nathaniel. Un mauvais mouvement et des mois de travail pourraient être détruits, soupira Lady Margaret. La politique nous rend tous prisonniers, cher. Cordelia rit à quelque chose qu'un des hommes dit, ses mains reposant toujours sur la manche du duc. Pour quiconque regardait, il ressemblait exactement à ce que la société attendait. Un duc puissant et une dame éligible. Le genre de match qui avait du sens à chaque niveau pratique. Vivienne se détourna, se disant que la tension soudaine dans sa poitrine n'était que sympathie, rien de plus. Le duc avait clarifié sa position. Elle était ici pour être invisible, et invisible, elle resterait. Mais alors que la musique montait et que des couples entraient sur la piste, elle ne put s'empêcher de penser à l'homme qu'elle avait entendu tard cette nuit-là, parlant avec tant de passion d'améliorer des vies, de se battre pour le changement. Cet homme ne laisserait pas quelqu'un comme Cordelia le manipuler par pression politique. Cet homme, soupçonna-t-elle, était enterré si profondément sous des murs de chagrin et de contrôle qu'il avait oublié qu'il existait. La confrontation vint 3 jours plus tard de la manière la plus inattendue. Vivienne était dans la bibliothèque, son refuge préféré à Greystone House, rendant un volume de poésie que Lady Margaret avait terminé. La pièce était vaste, 2 étages de livres grimpant vers un plafond peint, des chaises en cuir positionnées près des fenêtres qui donnaient sur le jardin. Elle avait découvert qu'elle était habituellement vide l'après-midi, une poche de paix dans un foyer par ailleurs rigide. Elle tendait la main vers une haute étagère quand elle entendit la porte s'ouvrir et se fermer avec une force décisive. « Je vous ai dit que je n'étais pas intéressé. » La voix du duc, perçante avec une frustration à peine contenue. Ma réponse restait inchangée. « Parce que vous êtes un lâche. » La voix de Cordelia dégoulinant de mépris. Vivienne se figea, cachée derrière une haute étagère, son cœur battant. Elle devrait faire connaître sa présence. Devrait partir immédiatement. Mais bouger révélerait qu'elle avait entendu, et quelque chose lui dit que la réaction du duc serait pire que l'embarras de Cordelia. « Je suis pratique, » dit le duc froidement. « Nous ne nous conviendrions pas. Nous nous conviendrions parfaitement, et vous le savez. J'ai les connexions dont vous avez besoin, l'éducation, la compréhension de comment le pouvoir fonctionne. » Les pas de Cordelia se rapprochèrent de là où il se tenait. « Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous vous gaspillez sur ce chagrin ridicule. Caroline est morte, Nathaniel. Morte. Et la pleurer comme un héros de roman gothique ne la ramènera pas. » Le silence qui suivit était si lourd. Vivienne pouvait à peine respirer à travers. « Vous ne savez rien de mon mariage, » dit finalement le duc, sa voix dangereusement basse. « J'en sais assez. Je sais qu'elle était faible, instable, totalement inadaptée pour être une duchesse.
Je sais qu'elle vous a rendu malheureux. Je sais que vous vous sentez coupable de sa mort, mais la culpabilité n'est pas une raison suffisante pour gâcher votre vie. La voix de Cordelia s'adoucit, devenant calculatrice. Épousez-moi, Nathaniel, je vous donnerai des héritiers, gérerai votre foyer, soutiendrai vos ambitions politiques, et je ne vous demanderai jamais de prétendre que vous m'aimez. Vivienne se pressa contre la bibliothèque, son estomac se nouant. C'était mal, écouter ce moment privé, cette négociation brutale se faisant passer pour une proposition. Mais elle ne pouvait pas bouger sans se révéler, et les mots suivants du duc la figèrent sur place. « Je ne me marierai plus, dit-il platement. Pas vous, pas personne. Je ne ferai pas traverser à une autre femme ce que Caroline a enduré. Je ne risquerai pas, il se coupa. Risquer quoi? Aimer, ressentir quelque chose. Mon Dieu, Nathaniel, vous n'avez même pas 35 ans. Vous allez vous enfermer dans ce mausolée pour toujours parce que vous avez peur. Je n'ai pas peur, je suis réaliste. Vous êtes terrifié. Le rire de Cordelia était perçant. Vous êtes si terrifié de perdre le contrôle à nouveau que vous avez construit ces règles absurdes, ces murs, et vous êtes convaincu qu'ils protègent les gens, mais tout ce que vous faites est de vous étouffer vous-même et tout le monde autour de vous. Il y eut du mouvement, un bruissement de tissu, le son de pas. « Ne faites pas, dit le duc sèchement. « Pourquoi pas? Peur d'être touché, Nathaniel. Peur que vous puissiez réellement ressentir quelque chose si je sors. J'essaie de vous sauver de vous-même. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. J'ai besoin que vous quittiez ma bibliothèque, ma maison et ma vie. La réponse est non, Cordelia. Ce sera toujours non. » Une longue pause, puis la voix de Cordelia devint venimeuse. « Vous regretterez cela. Quand mon père détruira votre précieux projet de loi sur le logement, quand la société se souviendra pourquoi vous êtes vraiment appelé le duc de glace, vous souhaiterez avoir été plus intelligent. Alors, je devrais vivre avec ce regret. J'ai appris à vivre avec pire. » La porte claqua. Le silence tomba comme de la neige. Vivienne resta figée, comptant ses propres battements de cœur, attendant d'entendre le duc partir pour qu'elle puisse s'échapper inaperçue. Mais au lieu de cela, elle entendit quelque chose d'inattendu, une longue expiration tremblante, le son de quelqu'un se retenant à peine. « Vous pouvez sortir maintenant, mademoiselle Lockhart. » Son sang se glaça. Il savait tout le temps, il savait qu'elle était la femme. Elle sortit de derrière la bibliothèque, son visage brûlant. Le duc se tenait près de la cheminée, une main pressée contre le manteau, ses épaules rigides. Il ne la regarda pas. « Je m'excuse, votre grâce. Je rendais un livre quand Lady Cordelia arriva. J'aurais dû faire connaître ma présence, mais je ne voulais pas. » Elle chercha ses mots. « Je suis désolé. »« Combien avez-vous entendu? »« Trop. En parlerez-vous en potin? » Il ne s'était toujours pas tourné pour lui faire face. « Non? Pourquoi pas? Cela ferait une excellente monnaie dans les salles des domestiques. » Le duc de glace refusant le match parfait parce qu'il est trop endommagé pour essayer à nouveau. Sa voix était une amère autodérision. « Parce que ce n'est pas des potins, c'est du chagrin. » Elle parla doucement, surprise par sa propre audace. Et le chagrin mérite la vie privée, pas la spéculation. Finalement, il se tourna. Son visage était soigneusement vide, mais ses yeux gris qu'elle avait cru froids, contenaient quelque chose de brut et non gardé. Pour un instant, les murs étaient tombés, et elle vit droit à travers jusqu'à la douleur en dessous. « Vous devriez partir, dit-il. « Devrais-je, ou voulez-vous juste que je le fasse, parce que j'ai vu quelque chose que vous ne voulez pas que personne ne voie? Ne présumez pas me comprendre, mademoiselle Lockhart. Je ne présume rien, mais j'ai entendu ce qu'elle a dit sur vos règles, sur les murs et l'étouffement. » Vivienne fit un pas de plus, poussée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle n'avait pas entièrement tort, n'est-ce pas? Sa mâchoire se serra. « Vous dépassez les bornes. »« Oui, je le fais. » Elle n'avait aucune idée d'où venait ce courage. Cette femme qui avait été invisible pendant des mois,
parlant soudainement la vérité à l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre. Mais quelqu'un devrait vous dire que refuser d'être touché, refuser de laisser quelqu'un s'approcher, refuser même d'essayer de vivre à nouveau, ce n'est pas une protection, c'est juste un autre genre de mourir. Les mots restaient en suspendus entre eux, dangereux et vrais. Comment osez-vous? Il respira. Vous qui avez été dans ma maison moins d'une quinzaine, avez présumé me faire la leçon sur la vie, sur le chagrin. J'ai été dans votre maison moins d'une quinzaine, mais j'ai été invisible bien plus longtemps. Sa voix trembla, mais elle ne recula pas. Je sais ce que c'est que de construire des murs parce que vous avez peur d'être blessé à nouveau. Je sais ce que c'est que de vous convaincre que si vous restez juste assez petit, assez silencieux, assez inaperçu, vous serez en sécurité. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Elle maintint son regard. Vous avez perdu votre femme. J'ai perdu tout le reste, ma maison, mon avenir, ma place dans le monde. Nous nous cachons tous les deux, votre grâce. Je suis juste assez honnête pour l'admettre. Le silence s'étira entre eux, tendu comme une corde de violon. Elle était allée trop loin. Elle le savait. Dans quelques minutes, elle serait renvoyée, et cette fois son orgueil ne la nourrirait pas ou ne lui trouverait pas une autre position. Elle avait tout ruiné avec son incapacité à rester silencieuse, à rester invisible comme il l'exigeait. Vous devriez quand même partir, dit-il finalement, mais sa voix avait perdu son tranchant. Il sonnait fatigué, creusé. Avant que je ne dise quelque chose que je regretterais. Le ferez-vous? Le ferai-je? Quoi? Le regretter? Ou vous sentirez-vous soulagé que quelqu'un vous ait finalement vu comme autre chose que de la glace? Sa main tomba du manteau. Pour un instant, elle crut qu'il pourrait réellement répondre, pourrait laisser ce mur se fissurer juste assez pour laisser passer la vérité. Au lieu de cela, il se tourna vers le feu. Lady Margaret vous attend, la congédiant, mais différemment cette fois, pas avec colère, pas avec une froide autorité, mais par autopréservation. Vivienne partit avant qu'il ne pût entendre à quel point son cœur battait fort. Cette nuit-là, sans sommeil et confuse par sa propre audace, Vivienne erra dans la maison obscurcie. Elle avait trouvé Madame Davidson étonnamment indulgente concernant l'errance nocturne, mieux que de rester éveillée à regarder le plafond, cher. Et cette nuit, elle se sentait trop agitée pour sa petite chambre. Elle finit par se retrouver dans la serre, un espace clos de verre rempli de plantes exotiques que la défunte duchesse avait collectionnées. Lady Margaret lui avait dit que le duc ne venait plus ici, ne pouvait pas supporter le rappel de la présence de Caroline. C'était sûr, paisible, le clair de lune filtrant à travers les feuilles pour peindre des motifs argentés sur le sol. Elle examinait une orchidée rare quand elle entendit des pas. Le duc se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours entièrement habillé malgré l'heure tardive. Ils se regardèrent fixement, tous deux pris dans un endroit où ils ne devraient pas être, et pendant un long moment, aucun des deux ne parla. « Je pensais que vous ne veniez jamais ici, » dit finalement Vivien. « Je ne le fais pas d'habitude. » Il entra, les mains dans les poches, sa posture moins rigide qu'elle ne l'avait jamais vue. J'ai entendu quelqu'un se déplacer, à y penser qu'un domestique avait peut-être besoin de quelque chose. Juste moi, incapable de dormir. Conscience coupable. Il n'y avait aucune accusation dans son ton, juste une curiosité fatiguée. Quelque chose comme cela. Elle se tourna vers l'orchidée. Je n'aurais pas dû vous parler de cette manière plus tôt. C'était présomptueux et inapproprié. Je m'excuse. Vous excusez-vous souvent de dire la vérité? La question la prit au dépourvu. Elle le regarda, le trouva la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Quand la vérité est malvenue, oui. Et si elle est malvenue parce qu'elle est nécessaire? Son souffle se coupa. Était-il réellement en train de continuer la conversation? Réellement en train de reconnaître ce qu'elle avait dit? Les orchidées étaient sa passion, dit-il brusquement.
se dirigeant vers un spécimen particulièrement exotique. Caroline, elle pouvait passer des heures ici à leur parler, à les réarranger. Elle disait qu'elle la comprenait mieux que les gens. Vivien ne dit rien, sentant qu'il avait besoin de silence pour continuer. Elle avait 19 ans quand nous nous sommes mariés. J'avais 28 ans. C'était arrangé comme ces choses le sont souvent. Bonne famille, bonne connexion. Je pensais que nous apprendrions à être heureux. Sa main plana près d'une fleur, mais ne la toucha pas. Au lieu de cela, nous avons appris à être misérables de manière de plus en plus créative. Vous n'avez pas à me dire cela. Je sais, mais vous avez vu quelque chose aujourd'hui. M'avez vu que personne d'autre n'a vu depuis 3 ans. Il semble seulement juste que vous compreniez pourquoi. Il fut silencieux un instant. Caroline était fragile, anxieuse. Elle haïssait la société, haïssait être regardée, haïssait les attentes placées sur une duchesse. Chaque bal était une agonie pour elle. Chaque dîner, chaque obligation sociale, chaque fois que je devais la toucher en public, même juste pour lui prendre le bras, elle se figerait comme si je l'avais frappée. La gorge de Vivien se serra, la compréhension se mettant en place. J'ai essayé de la protéger, j'ai fait des règles sur quand nous assisterions aux événements, combien de temps nous resterions, combien de contacts physiques seraient requis. J'ai essayé de lui donner le contrôle sur sa propre vie, mais ce n'était pas suffisant. Elle se sentait piégée et je me sentais impuissant. Et un matin, elle s'enferma dans cette serre et prit assez de seigneur pour il s'arrêta, la mâchoire serrée. Le docteur dit que c'était un accident. Trop de médicaments contre la douleur, tragique erreur. La société fit semblant de le croire. Nous savons tous deux ce qui s'est réellement passé. Je suis désolé, chuchota Vivien. Ne le soyez pas. J'ai eu 3 ans pour l'accepter. Il la regarda finalement. Ce que je n'ai pas accepté, c'est que je ne l'ai pas causé. Tout le monde, Cordelia, société, même moi-même, croit que je l'ai tuée par négligence ou cruauté ou simple incompétence. Que si j'avais juste été différent meilleur, elle serait toujours vivante. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? J'étais son mari. J'aurais dû la sauver. Certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, votre grâce, ni par l'amour, ni par les règles, ni par quoi que ce soit. Certaines blessures sont trop profondes. Vivienne s'approcha, attirée par la douleur nue dans sa voix. Mais construire des murs autour de vous-même, refuser d'être touché, refuser de laisser quelqu'un s'approcher, cela ne la ramènera pas. Cela s'assurera juste que vous mourrez aussi, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que les règles. Il était si proche maintenant qu'elle pouvait voir les fines lignes autour de ses yeux, l'argent commençant juste à ses tempes, la façon dont sa gorge bougeait quand il déglutissait. Et que voudriez-vous que je fasse? Risquer de blesser quelqu'un d'autre? Risquer de ressentir ce genre d'impuissance à nouveau? Je voudrais que vous essayiez de vivre au lieu de simplement exister. Mot facile de quelqu'un qui me connaît à peine. Vous avez raison, je vous connais à peine. Elle maintint son regard. Mais je sais ce que j'ai vu dans la bibliothèque aujourd'hui. Je sais que l'homme qui parle passionnément des réformes du logement n'est pas le même homme qui prétend être fait de glace. Et je sais que quelque part sous toutes ces règles, il y a quelqu'un qui veut toujours ressentir quelque chose, même s'il est terrifié de l'admettre. Le silence entre eux vibrait de tension, non pas inconfortable, mais chargé, vivant. Il se tenait assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps, voir le pouls rapide à sa gorge. Pour un instant sauvage, elle pensa qu'il pourrait la toucher, pourrait briser ses propres règles soigneusement construites. Au lieu de cela, il recula. « Vous devriez retourner dans votre chambre, mademoiselle Lockhart. Nous devrions tous les deux. »« Oui, votre grâce. » Mais aucun d'eux ne bougea. « Quand je vous ai vu dans mon bureau ce premier jour, dit-il doucement, j'ai pensé que vous aviez l'air vaincu, résigné, comme quelqu'un qui avait accepté l'invisibilité comme son destin. Je l'avais fait et maintenant, elle sourit légèrement. Maintenant, je pense que peut-être je suis fatigué d'être invisible,
même si la visibilité vient avec des risques. Quelque chose changeait dans son expression, reconnaissance peut-être, ou respect. Alors nous avons plus en commun que je ne le pensais. Il partit le premier, ses pas résonnant à travers la maison obscurcie. Vivien resta parmi les orchidées, son cœur battant la chamade, son esprit tourbillonnant. Quelque chose avait changé cette nuit. Une barrière s'était fissurée, non brisée, mais fissurée, et l'homme en dessous, le vrai Nathaniel Beaumont, pas le duc de glace, avait été brièvement, dévasté touristiquement visible. Elle pensa à ses règles, à son insistance sur aucun toucher public, et les comprit différemment maintenant. Elle n'était pas sur le contrôle. Elle était sur la protection. Protéger les autres de la douleur d'être connectés à lui, se protéger lui-même de l'agonie de perdre quelqu'un à nouveau. Mais la protection, poussée trop loin, devenait une prison, et qu'elle venait de dire à l'un des ducs les plus puissants d'Angleterre qu'il était enfermé dans une cage de sa propre fabrication. Demain, pensa-t-elle, elle regretterait probablement son audace. Ce soir, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Les semaines suivantes tombèrent dans un étrange nouveau rythme. Publiquement, rien ne changea. Le duc resta distant, formel, adhérant rigidement à ses règles. Lors des événements sociaux, il reconnaissait à peine l'existence de Vivienne. Elle resta dans son rôle, la compagne de Lady Margaret, pratiquement invisible à tous ceux qui comptaient. Mais en privé, les choses changèrent de manière subtile. Elle le trouverait dans la bibliothèque à des heures inhabituelles, tous deux faisant semblant que c'était une coïncidence. Ils échangeraient de brefs mots sur des livres, sur la politique, sur rien d'important. Il commença à lui demander son opinion sur ses propositions de réforme du logement, d'abord timidement, puis avec un intérêt sincère, quand ses observations se révélèrent inopinément perspicaces. « Vous comprenez comment les gens vivent réellement, dit-il un après-midi, révisant ses notes sur les conditions des locataires. Pas juste la théorie, mais la réalité. J'ai été pauvre, votre grâce, récemment pauvre. Cela clarifie les choses. » Leur conversation devint plus longue, plus honnête. Il lui parla de Caroline, non pas avec culpabilité ou autoflagellation, mais avec une tristesse et une confusion sincères, essayant de comprendre ce qu'il aurait pu faire différemment. Elle lui parla de la mort de son père, de la vente aux enchères de leur maison, du moment où elle avait réalisé qu'elle n'avait pas d'avenir sauf ce qu'elle pouvait gagner avec ses propres mains. « Vous auriez pu vous marier, dit-il une fois. Quelque homme vous aurait prise malgré la dette. Quelque homme qui voulait une servante bien élevée, non payée, voulez-vous dire. Quelqu'un qui tiendrait ma gratitude au-dessus de ma tête pour toujours? » Elle secoua la tête. « Je préférerais être employé honnêtement que marié malhonnêtement. C'est remarquablement pratique. C'est remarquablement nécessaire. » Lady Margaret observa ces changements subtils avec des yeux connaissants, mais ne dit rien. Elle créa simplement plus d'opportunités pour Vivien d'aider avec la correspondance du duc, de revoir les comptes du foyer avec lui, d'être présente quand il travaillait tard dans la nuit sur ses réformes. « Vous êtes bonne pour lui, dit simplement la vieille femme. Ne vous arrêtez pas. » Mais le monde extérieur et Lady Cordelia ne remarquèrent rien. À la société, le duc de Greystone resta intouchable et la compagne de sa tante resta en dessous de l'attention. Jusqu'à ce que le bal des Marchbanks change tout. L'événement était l'un des plus prestigieux de la saison. Tout le monde qui comptait dans la société londonienne s'entassa dans la salle de bal palatiale des Marchbanks. Vivienne y assista dans son rôle d'ombre de Lady Margaret, portant une robe que la vieille femme avait accidentellement laissée dans sa chambre. Une soie argentée pâle qui lui allait parfaitement et coûtait probablement plus que ce que Vivien avait gagné de toute sa vie. « Vous ne pouvez pas porter cette chose grise encore, » avait dit fermement Lady Margaret. « Ça me déprime. » Le duc avait vu Vivien descendre les escaliers dans la robe argentée, s'était arrêté en pleine conversation avec son intendant et avait fixé du regard pendant 3 secondes complètes avant de se reprendre. Quand leurs yeux se rencontrèrent,
Quelque chose scintilla dans son regard. Conscience, appréciation, quelque chose qui fit accélérer son pouls. Puis son expression se referma et il fut à nouveau le duc de glace. « Vous avez l'air approprié, mademoiselle Lockhart. » Appropriée comme si elle était un meuble correctement arrangé. Mais elle avait vu ce moment sans garde, et cela la réchauffa à travers le froid trajet en calèche jusqu'au domaine des Marchbank. La salle de bal était écrasante. Des lustres en cristal, des messes de rose, la crème de la société londonienne tourbillonnant sur des parquets polis. Vivienne installa Lady Margaret dans une chaise confortable, alla chercher des rafraîchissements et se prépara pour une autre soirée d'invisibilité. Puis Lord Marcus Sheridan apparut, et tout bascula de côté. Elle le connaissait, l'avait connu il y a 3 ans. Ils avaient été amis brièvement, quelque chose de plus avant que la dette de son père n'eût été révélée, et Marcus avait discrètement retiré ses attentions. Elle avait compris. C'était un second fils avec des perspectives limitées. Il ne pouvait pas se permettre d'épouser la dette. Mais maintenant il se tenait devant elle, vêtu de vêtements de soirée impeccables, son sourire de garçon familier fermement en place. « Mademoiselle Lockhart, j'avais entendu que vous étiez à Londres. » Lord Sheridan. Elle garda sa voix neutre, consciente de l'intérêt aigu de Lady Margaret à ses côtés. « Vous avez l'air charmante, cette couleur vous va bien. » Ses yeux parcoururent la robe argentée avec appréciation. « L'êtes-vous? C'est-à-dire, je comprends que vous êtes employé maintenant. » La chaleur monta à son cou. Faire confiance à Marcus pour être sans tact même en essayant d'être gentil. « Je suis la compagne de Lady Margaret Beaumont, la tante du duc de glace. » Ses sourcils se levèrent. « Comme c'est sinistre, il est terrifiant. »« Il est incompris, » dit Vivien avant qu'elle ne pût s'arrêter. Le sourire de Marcus s'élargit en le défendant. « C'est intéressant. Dites-moi, mademoiselle Lockhart, sait-il qu'il a un si loyal champion ou tentez-vous toujours l'invisibilité? » Elle devrait s'excuser, devrait se retirer dans son coin d'ombre où les compagnons appartenaient. Au lieu de cela, quelque chose de téméraire s'alluma dans sa poitrine. La même témérité qui l'avait poussé à dire la vérité au duc dans la bibliothèque. « Je suis tout à fait visible quand je choisis de l'être, monseigneur. » Alors dansez avec moi. Il tendit sa main, défi et malice dans ses yeux. Prouvez-le. C'était dangereux. Danser signifiait la visibilité, signifiait attirer exactement l'attention que le duc lui avait interdit d'attirer. Cela signifiait enfreindre les règles, sortir des ombres, risquer la position dont elle avait désespérément besoin. Mais cela signifiait aussi être vu, être choisi même brièvement, par quelqu'un qui se souvenait quand elle était plus qu'une servante. « Je ne devrais vraiment pas, » commença-t-elle. « Nonsense, » interrompit Lady Margaret, sa voix portant une force surprenante. « Vous êtes jeune, chère. Dansez, je vais être parfaitement bien. » La main de Marcus resta tendue, attendant à travers la salle de bal. Elle aperçut le duc en conversation avec des politiciens, son dos lui étant tourné complètement inconscient. N'attirez pas l'attention à vous-même en aucune capacité, mais l'attention, elle commençait à la prendre, était la seule chose qui vous rendait réel. Elle plaça sa main dans celle de Marcus. La valse les entraîna sur le parquet. Et Vivien sentit le changement immédiatement. Les têtes tournant, les chuchotements commençant, la société remarquant la compagne qui osait danser. Marcus était un excellent danseur, confiant et gracieux, la guidant à travers la foule avec une expertise aisée. « Voilà, dit-il, souriant vers elle. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Regardez-vous, Vivien, visible à nouveau. » Elle l'était. Elle le sentait. Le poids des regards, l'ondulation de la conscience, la façon dont la fille invisible s'était soudainement matérialisée comme un fantôme devenant chair. C'était terrifiant et exaltant en égale mesure. « Je serais renvoyée pour cela, dit-elle, mais elle souriait. « Alors le duc de glace est un fou. » Marcus la fit tourner avec expertise. « Vous savez, je regrette comment les choses ont fini entre nous. J'aurais dû être plus courageux.
Vous étiez pratique comme nous devions tous l'être. Pourtant, j'aurais dû me battre plus fort. Vous méritiez cela. Les mots s'enroulèrent autour de son cœur, doux et douloureux. Elle avait eu besoin de les entendre une fois. Maintenant, il se sentait simplement comme des notes de bas de page à un chapitre clos, parce qu'à travers la salle de bal par-dessus l'épaule de Marcus, elle vit le duc tourner vers la piste de danse. Le vit la remarquer vraiment, pour la première fois en public. Vit son corps entier devenir rigide. Son expression passant d'une froide neutralité à quelque chose de bien plus complexe. Il la regardait fixement, la main de Marcus sur sa taille, la façon dont ils bougeaient ensemble, gracieux et familier, et son visage. Son visage ressemblait à quelqu'un qui l'avait frappé. La musique tourbillonnait autour d'eux, mais Vivienne l'entendait à peine. Elle regarda le duc la regarder danser avec un autre homme, regarda quelque chose se fissurer dans son expression soigneusement contrôlée. Jalousie? Non, c'était plus profond que cela. C'était de la reconnaissance brute et involontaire, de quelque chose qu'il avait désespérément essayé de nier. Il avait dit de ne pas le toucher en public. Il avait construit des murs pour garder tout le monde à distance, insisté sur des règles et l'isolement et la protection. Mais il ne lui avait jamais dit de ne pas être touché par quelqu'un d'autre. Et maintenant, en la regardant dans les bras d'un autre homme, il réalisait ce que cela signifiait, que l'invisibilité ne la protégeait pas réellement. Cela la rendait juste disponible à quiconque se donnait la peine de regarder. Que ces règles l'avaient gardée en sécurité, mais l'avaient laissée vulnérable à être réclamée par tout homme désireux de la voir comme plus qu'une ombre. La chanson se termina. Marcus s'inclina, la remercia, suggéra qu'ils se rencontrent pour une autre danse plus tard. Elle accepta automatiquement, mais son attention était fixée sur le duc, qui restait figé à travers la salle de bal, ses yeux gris brûlants de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Puis Lady Cordelia apparut à ses côtés, sa main glissant possessivement sur son bras, et la réalité s'effondra. Il se tourna vers Cordelia, son expression se fermant comme une porte claquant. Quoique Vivien eût entrevu était de nouveau enfermée, enterrée sous la glace et le calme aristocratique. Elle retourna vers Lady Margaret, son cœur battant la chamade, ses mains tremblant légèrement. « Eh bien, » dit doucement la vieille fille, ses yeux dansant de satisfaction. « C'était éclairant. Je n'aurais pas dû faire cela. Au contraire, chère, vous auriez absolument dû le faire. » Le regard de Lady Margaret se posa là où son neveu se tenait avec Cordelia. Tension visible dans chaque ligne de son corps. Parfois, les gens ont besoin de voir ce qu'ils sont sur le point de perdre avant de comprendre ce qu'ils ont. Vivienne ne répondit pas. Elle ne pouvait pas parce qu'elle savait avec une certitude absolue qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pouvait pas défranchir. Elle avait enfreint ses règles, attiré l'attention, été visible, et ce faisant, elle l'avait forcé à la voir. La question était, que ferait-il à ce sujet? Le trajet en calèche jusqu'à la maison fut atroce. Lady Margaret était partie tôt, plaidant la fatigue, ce qui signifiait que Vivienne et le duc partageaient l'espace clos avec seulement un silence inconfortable pour compagnie. Il s'assit en face d'elle, l'expression illisible dans la faible lumière, et ne dit rien pendant les 10 premières minutes. Puis, doucement, « Vous avez dansé. » Lady Margaret a donné la permission. Je ne l'ai pas fait. Le tempérament de Vivienne s'enflamma. Vous n'êtes pas mon propriétaire, votre grâce. Vous êtes mon employeur. Il y a une différence, n'est-ce pas? Sa voix était froide, mais en dessous, elle entendit autre chose, quelque chose de blessé. Parce que j'étais sous l'impression que quand j'établis des règles pour mon foyer, il y avait suivi. Non, vos règles étaient sur moi ne vous touchant pas en public, pas sur moi n'étant jamais touché par personne. Ne coupez pas les cheveux en 4 avec moi, mademoiselle Lockhart. Alors, ne me traitez pas comme une propriété. Les mots jaillirent, des mois de déférence prudente se brisant. Vous me voulez invisible, intouché,
existant à peine, mais seulement quand c'est commode pour vous. En privé, vous demandez mes opinions, valorisez mes pensées, me traitez comme une égale. En public, je suis un meuble. Eh bien, je suis fatigué d'être un meuble. Votre grâce, Lord Sheridan, m'a vu comme une personne. C'est plus que ce que vous avez fait en public depuis mon arrivée. Silence. Lourd, dangereux silence. Vous pensez que je ne vous vois pas? Sa voix était basse, tendue, avec une émotion à peine contrôlée. Vous pensez un instant à n'importe quel événement, dans n'importe quelle salle de bal, que je ne suis pas intensément conscient d'exactement où vous êtes. Son souffle se coupa. Quoi? Vous voulez la vérité? Bien, la voici. Je vous vois constamment. Chaque fois que vous bougez, chaque fois que vous parlez à quelqu'un, chaque fois que vous souriez à Lady Margaret, je vous vois. Et cela m'a rendu lentement fou parce que vous voir signifie vouloir des choses que j'ai juré de ne plus jamais vouloir. Il se pencha en avant, et dans la faible lumière de la calèche, son visage était net, honnête, dépouillé de son contrôle habituel. Comprenez-vous ce que je dis? Vous dites que vous ne voulez pas que je danse avec d'autres hommes? Je dis que regarder un autre homme vous toucher a presque détruit chaque once de sang-froid que j'ai construite en 3 ans. Je dis que mes règles n'étaient pas sur vous contrôler. Elles étaient sur me protéger de ressentir des choses que je me suis convaincu de ne pas pouvoir survivre à ressentir. Sa mâchoire se serra. Je dis que j'ai menti à nous deux sur ce que c'est. La calèche se balança et Vivienne sentit son monde entier basculer. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est ce qui me terrifie. Ils se regardèrent fixement. À travers le petit espace, l'air entre eux chargé de tout ce qui était non dit, tout ce qui était reconnu, mais pas encore prononcé à voix haute. Le cœur de Vivien battait si fort qu'elle pensa qu'il devait l'entendre. « Vous m'avez dit dans la serre que je devrais essayer de vivre au lieu d'exister, » dit-il doucement. « Mais vivre signifie risque. Cela signifie laisser les gens assez proches pour vous blesser. Cela signifie, il s'arrêta, secoua la tête. J'ai regardé Caroline s'effondrer sous le poids d'être connectée à moi. Je ne ferai pas cela à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas Caroline. Non, vous êtes plus forte, plus intelligente, plus courageuse, ce qui rend cela pire parce que vous perdre ferait. Il se coupa à nouveau comme si même penser les mots était dangereux. Ferait quoi qui importerait plus que je ne peux me permettre que cela importe. La gorge de Vivien se serra d'émotion qu'elle ne pouvait nommer. Cet homme impossible, ce Duc qui avait exigé l'invisibilité tout en la voyant constamment, qui avait construit des murs de glace tout en brûlant à l'intérieur. Il admettait des choses qu'elle avait à peine osé espérer. Mais l'espoir était dangereux quand vous aviez tout à perdre. « Que me demandez-vous » chuchota-t-elle. « Je ne demande rien. Je vous dis que mes règles n'étaient pas justes, n'étaient pas gentilles et probablement pas même efficaces. Je vous dis que vous regardez danser avec Sheridan m'a donné envie de le déchirer de mes mains nues. Je vous le dis. » La calèche s'arrêta. Ils étaient arrivés à Greystone House. À travers la fenêtre, Vivien pouvait voir le valet de pied s'approcher pour ouvrir la porte. « Je ne peux pas faire cela », dit brusquement le duc, son contrôle se remettant en place. « Je ne peux pas vous donner ce que vous méritez. Je ne peux pas être ce dont vous avez besoin. Je suis trop endommagé, trop contrôlé, trop effrayé. » Elle finit doucement. Oui, il rencontra ses yeux, trop effrayé, et je ne risquerai pas que vous deveniez une autre victime de ma lâcheté. La porte de la calèche s'ouvrit, le moment se brisa comme du verre. « Merci pour votre service ce soir, mademoiselle Lockhart, » dit le duc formellement, redevenu le duc de glace, de retour en sécurité derrière ses murs. « Je vous verrai demain. » Elle descendit, engourdie et chancelante, et regarda la calèche l'emporter là où il allait. Son club peut-être, quelque part pour boire cette conversation, cette confession, ce moment de terrifiante honnêteté. Lady Margaret l'attendait dans le hall d'entrée, enveloppée dans une robe de chambre, son expression connaissante.
Il vous l'a dit, n'est-ce pas? M'a dit quoi? La voix de Vivienne trembla. Qu'il se soucie, qu'il l'a combattu, qu'il est terrifié. La vieille femme lui prit les mains. Mon neveu est brillant à bien des choses, chère, mais il est spectaculairement terrible à se permettre le bonheur. Il combattra cela jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. La question est, êtes-vous assez courageuse pour attendre qu'il arrête de se battre? Il a dit qu'il ne me risquera pas, ne me laissera pas devenir une autre Caroline. Bien sûr qu'il l'a fait, parce que c'est un idiot. Lady Margaret lui serra les mains. Caroline était fragile, troublée, fondamentalement incompatible avec la vie dans laquelle elle avait été forcée. Vous n'êtes aucune de ces choses, mais il ne peut pas encore voir cela. Il vous voit comme une autre personne qui sera endommagée par association avec lui. Peut-être qu'il a raison. Ou peut-être est-il juste trop lâche pour essayer. Et peut-être avez-vous besoin de décider si vous êtes prête à lui faire face à cette lâcheté. Vivienne monta à sa chambre, ses pensées tourbillonnant. Le duc avait essentiellement confessé des sentiments sur lesquels il refusait d'agir. Il avait admis qu'il la voyait, la voulait, mais ne se permettrait pas de la voir. Il avait placé sa peur au-dessus de tout le reste, y compris la possibilité qu'il puisse être quelque chose de réel, quelque chose de guérissant. Et elle était tombée amoureuse d'un homme impossible qui avait construit des murs si hauts qu'il ne pouvait plus voir par-dessus. La réalisation la frappa comme un coup physique. Amour, elle aimait Nathaniel Beaumont, aimait sa passion cachée, son intégrité blessée, sa féroce protectivité qu'il prétendait être de la froideur. L'aimait malgré ses règles, ses peurs, sa détermination absolue à la tenir à distance. Elle aimait un homme qui venait de lui dire qu'il ne pourrait jamais l'aimer en retour. Le lendemain matin apporta le désastre sous la forme de feuilles de scandale soigneusement imprimées. Vivienne aidait Lady Margaret avec la correspondance quand Madame Davidson apporta les journaux, son visage pâle de détresse. « Madame, vous devriez voir cela. » Le titre fit courir le sang de Vivien Froid. La flamme cachée du duc de Glace. La campagne de foyer du duc de Greystone attire l'œil de Lord Sheridan. Mais qui d'autre? L'article était vicieusement intelligent, n'accusant jamais directement, mais impliquant tout. Il décrivait la mystérieuse Mademoiselle L, qui servait Lady Margaret, son apparition soudaine dans les salles de bal à la mode, sa danse avec Lord Sheridan. Il faisait allusion à l'impropriété, suggérait que le duc pouvait avoir des intérêts au-delà des relations employeur-employé appropriées, questionnait pourquoi une dame bien élevée avait été réduite à la servitude en premier lieu, et il mentionnait avec une désinvolture dévastatrice que le père de Mademoiselle Vivienne Lockhart était mort profondément endetté, possiblement de sa propre main, et que peut-être la fille partageait ses tendances instables. « Oh, ma chère !» souffla Lady Margaret, lisant par-dessus son épaule. « C'est l'œuvre de Cordelia. Ça doit l'être. Ça n'importe pas dont c'est l'œuvre. » Les mains de Vivienne tremblèrent en déposant le papier. « Le mal est fait. J'ai apporté le scandale à votre foyer. Je devrais partir immédiatement. » « Vous ne ferez rien de tel. » « Lady Margaret, non. La voix de la vieille femme était de l'acier enveloppé de soie. « Vous resterez. Nous traverserons cela. Nathaniel saura quoi faire. » Mais quand le duc arriva 1 heure plus tard, son visage comme du marbre sculpté, Vivienne sut immédiatement ce qu'il ferait. « Faites vos bagages, » dit-il sans préambule, se tenant dans le salon de Lady Margaret comme un général donnant des ordres. « Je vous envoie à mon domaine dans le Derbyshire. Vous y resterez jusqu'à ce que cela se calme. »« Nathaniel, ne soyez pas absurde, » commença Lady Margaret. « Ce n'est pas absurde. C'est nécessaire. » Il ne regarderait pas Vivienne directement. Les feuilles de scandale circulent déjà largement. Lord Ashworth, le père de Cordelia, utilise cela pour remettre en question mon jugement, suggérant que je suis inapte à défendre les réformes du logement si je ne peux pas maintenir des limites appropriées dans mon propre foyer. La seule façon d'arrêter cela est de supprimer la source de spéculation. La source?
La voix de Vivienne était de la glace. « Vous voulez dire moi? La femme gênante qui a osé danser en public? Je veux dire la femme qui est utilisée comme une arme contre tout ce vers quoi j'ai travaillé. » Il rencontra finalement ses yeux et elle y vit la morosité. « C'est ma faute. J'aurais dû être plus prudent. Plus quoi? Plus engagé à me garder invisible. Vous l'étiez. Le problème est que la visibilité est apparemment considérée comme scandaleuse. Ne rendez pas cela plus difficile que cela ne l'est. Pourquoi pas? Vous m'envoyez loin parce que je suis gênante, pas notée. Parce que protéger vos intérêts politiques importe plus qu'elle s'arrêta, se reprenant avant de dire quelque chose qu'elle ne pourrait pas reprendre. Plus que quoi? Sa voix était basse, dangereuse. Plus que la décence de Béaï, plus que la vérité, plus que moi, elle voulait dire, mais ne le fit pas. Ça n'importe pas. Vous avez raison, je devrais partir. Vivienne, dit Lady Margaret urgemment, mais elle était déjà debout, déjà en mouvement vers la porte. Je ferai mes bagages, dit-elle platement. Dans combien de temps avez-vous besoin que je sois partie? Votre grâce. Quelque chose scintilla sur son visage. Douleur, regret, impuissance. Demain matin, je m'arrangerai pour la calèche. Elle partit sans un mot de plus. Derrière elle, elle entendit Lady Margaret commencer à argumenter. Entendit la réponse du duc, basse, ferme, implacable. Il avait fait son choix, ses réformes, sa réputation, son contrôle prudent. Ils importaient tous plus que la femme qu'il avait admise juste la nuit dernière qu'il voyait constamment. Elle était invisible à nouveau, et cette fois c'était permanent. Mais cette nuit-là, dans la bibliothèque où ils avaient eu tant de conversations prudentes, Nathaniel Beaumont s'assit seul avec une bouteille de brandy et fit face à la vérité qu'il fuyait. Il l'aimait, pas prudemment, pas modérément, pas d'aucune manière qui pouvait être contrôlée ou gérée. Il aimait Vivienne Lockhart avec une intensité désespérée qui le terrifiait, qui lui fit comprendre pourquoi les hommes faisaient des choses stupides, téméraires, destructrices de réputation pour des femmes sans qui ils ne pouvaient vivre. Il l'avait regardée danser avec Sheridan et la jalousie l'avait déchiré comme un feu. Il s'était assis en face d'elle dans la calèche et admettre ses sentiments avait été comme s'arracher son propre cœur. Il avait lu les feuilles de scandale ce matin, vu son nom traîner dans la boue de la société et voulait brûler Londres jusqu'au sol et sa réponse « Envoyez-la au loin, cachez-la, protégez-vous » et ses précieuses réformes en la rendant invisible à nouveau. C'était un lâche, juste comme Cordelia l'avait dit. Vous vôtre. Lady Margaret se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans sa robe de chambre, son expression déçue. Je résous un problème, corrigea-t-il, remplissant son verre. Vous fuyez à nouveau. Elle entra dans la pièce, s'installant dans la chaise en face de lui. Juste comme vous avez fui après la mort de Caroline, juste comme vous fuyez depuis 3 ans. Je la protège de quoi? Des potins de la société? Ça passera. Des complots de Cordelia. Nous pouvons les combattre, ou la protégez-vous de vous-même? Le regard de Lady Margaret était perçant. Parce que c'est ce que c'est vraiment, n'est-ce pas? Vous êtes terrifié que si vous la laissez rester, si vous vous battez pour elle, vous pourriez réellement devoir être heureux. Et le bonheur pour vous ressemble à une trahison. Caroline n'était pas heureuse. Être mariée à moi l'a détruite. Caroline était troublée bien avant de vous rencontrer, et vous le savez. Sa famille cacha son instabilité, la maria à quelqu'un de puissant et espéra le meilleur. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour l'aider, et ce n'était pas suffisant. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Lady Margaret se pencha en avant. Mais Vivienne n'est pas Caroline. Elle est forte, capable, et elle est amoureuse de vous. Sa tête se redressa brusquement. Elle n'a pas à le dire. Je le vois chaque fois qu'elle vous regarde, chaque fois qu'elle vous défend auprès des autres,
chaque fois qu'elle attend dans cette bibliothèque espérant que vous apparaîtrez. La voix de la vieille femme s'adoucit. Elle vous aime, Nathaniel, et vous l'aimez. La seule question est de savoir si vous êtes assez courageux pour l'admettre avant de la perdre pour toujours. Je l'envoie au loin pour la protéger. Vous l'envoyez au loin pour vous protéger vous-même. Il y a une différence. Lady Margaret se leva, sa déception palpable. Je pensais que la mort de Caroline vous avait appris que la vie est trop courte pour la lâcheté. Apparemment, j'avais tort. Elle le laissa seul avec son brandy et ses démons. Nathaniel s'assit dans l'obscurité, les mots de sa tante résonnant. Elle vous aime. Pourrait-ce être vrai? Il pensa au visage de Vivien dans la calèche la nuit dernière, la façon dont elle l'avait regardé quand il avait confessé qu'il la voyait constamment. La blessure quand il avait fait marche arrière, trop effrayé pour suivre ses propres sentiments à leur conclusion logique. Il pensa à elle dansant avec Sheridan, gracieuse et vivante, finalement visible après des mois d'invisibilité forcée. Et il pensait à comment la voir dans les bras d'un autre homme avait ressemblé à quelqu'un enfonçant une lame entre ses côtes. C'était l'amour, un amour douloureux, incommode, absolument terrifiant. Et demain matin, il l'envoyait au loin dans le Derbyshire, parce qu'il était trop lâche pour se battre pour cela. La nuit s'étira sans fin. À l'aube, Nathaniel n'avait pris aucune décision sauf de se sentir progressivement plus misérable concernant la décision qu'il avait déjà prise. Vivienne emballa mécaniquement, pliant des robes qu'elle avait à peine portées, rassemblant des livres qu'elle lisait. La robe argentée, le cadeau de Lady Margaret, gisait sur son lit, et elle ne put se résoudre à l'emballer. Ne put supporter de prendre le rappel de la nuit où elle avait été visible, choisie, réelle. La nuit précédente, tout s'effondra. Un coup à sa porte. Madame Davidson entra, son visage troublé. « Mademoiselle Lockhart, Lady Margaret voudrait vous voir avant que vous ne partiez dans le salon du matin. » Vivien trouva la vieille Efmisham entourée de correspondances, son expression déterminée. « Asseyez-vous, chère. Nous devons parler. Si c'est sur rester, c'est sur se battre. » Lady Margaret poussa une pile de lettres sur la table. « J'ai passé la nuit à écrire à chaque femme influente que je connais, expliquant la situation, me portant garante de votre caractère, décrivant exactement comment Cordelia Ashworth a orchestré ce scandale, parce que mon neveu a rejeté sa proposition de mariage. » Les yeux de Vivien s'écarquillèrent. « Vous ne pouvez pas. »« Je peux, et je l'ai fait. Cordelia veut jouer à des jeux avec des feuilles de scandale. Bien, je jouerai avec la vérité. D'ici demain, chaque matrone de Londres saura que le vrai scandale n'est pas vous, chère. C'est une femme vindicative essayant de détruire une fille innocente par dépit. » Le sourire de Lady Margaret était aigu. « Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas impuissante, et je ne laisserai pas cette harpie vous ruiner. Le duc n'approuvera pas. Le duc peut apprendre à vivre avec. » Lady Margaret prit les mains de Vivienne. « Maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez monter dans cette calèche et aller dans le Derbyshire, en sécurité, caché, invisible à nouveau. Ou vous pouvez rester, vous battre à mes côtés et montrer à mon neveu idiot que certaines choses valent le risque. Il ne veut pas que je reste. Il est terrifié que vous restiez. Il y a une différence. » La vieille femme serra doucement. « Que voulez-vous, Vivien? » Que voulait-elle? Être en sécurité, être cachée, passer le reste de sa vie à se demander ce qui aurait pu se passer si elle avait été assez courageuse pour se battre. Ou voulait-elle être vue, vraiment vue, par un homme qui avait admis qu'il la voyait constamment, mais était trop effrayé pour agir sur cela? « Je veux rester, » chuchota-t-elle, « mais il m'envoie au loin. » « Alors ne montez pas dans la calèche, Lady Margaret. Je le pense, quand cette calèche arrivera, ne montez pas. Restez ici. Faites-lui face. Faites face à ceci. Faites face au choix qu'il fait vraiment. » Les yeux de Lady Margaret brillèrent. « Il a besoin de comprendre que vous repousser n'est pas une protection. C'est une perte. Et la seule façon qu'il comprenne cela est si vous refusez de disparaître. C'était dangereux,
téméraire, potentiellement désastreux pour ses perspectives d'emploi si elle défiait un ordre direct du duc de Greystone. C'était aussi la chose la plus courageuse que quiconque lui avait suggéré de faire depuis des mois. Il sera furieux, dit Vivien. Bien. La fureur est meilleure que la glace. La fureur signifie ressentir quelque chose. La calèche arriva précisément à 9 heures. Vivienne regarda depuis la fenêtre du salon du matin, tandis que le duc supervisait le chargement de ses malles, des malles qu'elle n'avait pas réellement faites, mais que Madame Davidson avait utilement remplies de bric-à-brac pour maintenir l'illusion. Il avait l'air épuisé. Des cernes sombres ombraient ses yeux. Sa cravate était nouée avec moins que sa précision habituelle, et ses épaules portaient un poids qui ressemblait à du chagrin. « Bien, pensa-t-elle avec une férocité qui la surprit. Vous devriez pleurer cela. Vous devriez ressentir le coup de m'envoyer au loin. » Le duc entra dans le salon du matin, son expression soigneusement neutre. « La calèche est prête, mademoiselle Lockhart. J'ai inclus des fonds pour le voyage et une lettre d'introduction pour la gouvernante de Thornfield Hall. Vous y serez confortable. » Le serais-je? Elle se leva, lui faisant face directement. Confortable et invisible et rangé en toute sécurité là où je n'incommoderai pas vos ambitions politiques. Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Vous m'envoyez au loin pour protéger votre réputation. C'est la vérité. Je vous envoie au loin parce que rester ici vous détruira. La société vous déchirera. Cordelia s'assurera que votre nom devienne synonyme de scandale. J'essaie de vous sauver de cela. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, dit Vivien doucement. J'ai besoin de quelqu'un d'assez courageux pour se tenir à mes côtés pendant que je me sauve moi-même. Pour un instant, un bref instant dévastateur, elle le vit vaciller. Vit l'homme sous la glace considérer, espérer, presque croire. Puis les murs se refermèrent. La calèche attend. Alors elle attendra longtemps. Elle leva le menton parce que je n'y monte pas. Silence. Silence choqué absolu. Excusez-moi, sa voix était dangereusement douce. Je ne pars pas, votre grâce. Je reste ici dans cette maison à faire mon travail. Vous pouvez me renvoyer si vous voulez. Vous pouvez m'envoyer au loin sans référence, sans salaire, sans rien. Mais vous devrez le faire à ma face. Pas en me cachant dans le Derbyshire jusqu'à ce que le scandale se calme. Vivienne, non. Vous n'avez pas le droit d'utiliser mon nom maintenant. Pas après avoir passé des mois à exiger que je sois invisible, puis à admettre que vous me voyez constamment, puis à décider que la visibilité était trop dangereuse et à m'envoyer au loin. Sa voix trembla, mais elle ne recula pas. Vous m'avez dit la nuit dernière que me regarder danser vous a donné envie de déchirer Lord Sheridan. Vous avez dit que me perdre importerait plus que vous ne pouviez vous le permettre. Eh bien, vous êtes sur le point de me perdre. Pas au scandale, pas à la société, mais à votre propre lâcheté. Son visage était devenu blanc. J'essaie de vous protéger. Vous essayez de vous protéger d'avoir à ressentir quelque chose de réel. Elle s'approcha assez près pour voir le pouls rapide à sa gorge, la façon dont ses mains s'étaient serrées à ses côtés. Vous êtes terrifié que si vous me laissez rester, si vous vous battez pour moi, vous pourriez réellement devoir risquer votre cœur à nouveau. Et c'est plus effrayant pour vous que n'importe quel scandale. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Vous avez aimé Caroline et la perdre vous a presque détruit. Vous vous êtes convaincu que se soucier de quelqu'un est dangereux, que la vulnérabilité est une faiblesse, que la seule façon de survivre est de s'enfermer. Elle maintint son regard. Mais je ne suis pas Caroline. Je ne suis pas fragile ou troublée ou incompatible avec votre vie. Je suis assez forte pour braver le scandale. La question est, êtes-vous assez fort pour me laisser? Le silence s'étira entre eux. Vivien pouvait entendre son propre battement de cœur, pouvait voir le conflit faire rage derrière ses yeux. Peur contre désir, contrôle contre abandon, sécurité contre la terrifiante possibilité de bonheur. « Je ne peux pas, chuchota-t-il finalement. « Je ne peux pas vous risquer.
Je ne peux pas. Alors renvoyez-moi. Elle le dit platement. Chaque mot une lame. Dites-moi tout de suite à ma face que vous voulez que je parte, que vous ne vous souciez pas si je pends, qu'envoyer-me loin est plus facile que de se battre pour quelque chose de réel. Vivienne, s'il vous plaît, dites-le. Je ne peux pas le dire. L'aveu lui fut arraché, brut et désespéré. Dieu m'aide. Je ne peux pas. Mais je ne peux pas non plus vous demander de rester et de regarder pendant que la société vous détruit à cause de moi. Alors ne demandez pas. Je vous dis que je reste. Malgré le scandale, malgré Cordelia, malgré tout, je reste. La question n'est pas de savoir si je suis assez courageuse, c'est de savoir si vous l'êtes. Elle le laissa debout dans le salon du matin, passa devant la calèche en attente, et alla directement aux côtés de Lady Margaret. Derrière elle, elle entendit l'expiration nette du duc. Pas de soulagement, pas de colère, mais quelque chose de plus proche de l'angoisse. Le son d'un homme réalisant qu'il venait de recevoir exactement ce qu'il voulait et n'avait aucune idée de quoi en faire. Les 48 heures suivantes furent brutales. Cordelia intensifia sa campagne avec une efficacité vicieuse. Plus de feuilles de scandale apparurent, chacune plus dommageable que la dernière. Elle décrivait Vivienne comme une arriviste sociale intrigante qui avait manipulé son chemin dans le foyer du duc. Elle suggérait l'impropriété, faisait allusion à des manquements moraux, déterrait les dettes et le suicide de son père avec une cruelle spécificité. Le comité de réforme du logement du duc reporta leur vote, citant des inquiétudes concernant son jugement. Lord Ashworth fit des commentaires pointus sur les hommes qui ne pouvaient pas maintenir des limites appropriées dans leur propre maison, tentant de légiférer la moralité pour les autres. Et à travers tout cela, Nathaniel Beaumont resta piégé entre protéger Vivienne et protéger tout ce qu'il avait travaillé à construire. La contre-campagne de Lady Margaret fonctionna lentement. Ses lettres circulèrent à travers les salons les plus influents de Londres, mais l'opinion sociale était comme tourner un navire massif. Cela prit du temps, et les dommages s'accumulèrent pendant ce temps. Vivienne endura avec un calme extérieur et une agitation intérieure. Elle continua ses fonctions, s'assit avec Lady Margaret,